Bienvenue dans la première partie de cette vidéo intitulée « Le rôle du pharmacien face à la fièvre au retour d'un voyage tropical ». Le 1er mai 2025, à 22 h, M. Dumont, un patient habituel, entre dans notre officine. Il voudrait acheter du paracétamol. Nous ouvrons le dialogue en lui demandant la raison pour laquelle il prend ce médicament. M. Dumont nous répond que le médicament est destiné à sa fille, Lucie, qui a vraiment une grosse grippe. Il est vraiment désolé de nous déranger pendant notre garde pour une boîte de paracétamol, mais le stock familial est épuisé. M. Dumont nous raconte ensuite que dans la nuit du 29 au 30 avril, Lucie est devenue fiévreuse. À cette fièvre se sont ajoutés progressivement d'autres symptômes tels que des maux de tête avec des douleurs oculaires, des courbatures généralisées, des frissons et des sueurs, des maux de ventre accompagnés d'une constipation inhabituelle. Malgré la prise correcte du paracétamol, 1 gramme toutes les 6 heures, et l'application des différentes huiles essentielles préconisées par sa femme, les symptômes de sa fille persistent et la fièvre continue de s'élever pour atteindre 39,5 degrés aujourd'hui. De plus, Lucie se sent extrêmement fatiguée et a perdu l'appétit. En consultant l'historique médicamenteux de Lucie, nous constatons qu'à la date du 10 février, nous lui avons délivré un traitement de prévention contre la malaria, un traitement de la diarrhée du voyageur et plusieurs vaccins. Nous nous sommes souvenus que Lucie avait décidé d'entreprendre un tour du monde en solo avec son sac à dos. Son départ était prévu pour le 15 mars. Depuis cette consultation, elle n'est plus revenue à la pharmacie. Lucie aurait-elle pu contracter une maladie au cours de son voyage, puis développer des symptômes à son retour en France? Pour en savoir plus, nous nous sommes intéressés à son itinéraire, conditions de vie sur place, et la date de son retour en France. Nous apprenons qu'elle est de retour à Paris depuis le 20 avril pour passer la fête des mères en famille. Entre mi-mars jusqu'à la date de son retour, elle a voyagé en autostop ou en train à travers 2 pays d'Asie du Sud-Est, la Thaïlande et le Vietnam. Lors de ce voyage, elle voulait surtout aller à la rencontre des peuples qui vivent hors des sentiers battus et découvrir leurs us et coutumes. Pour manger, elle privilégie la street food car c'est l'occasion de découvrir la diversité de la cuisine de l'Asie du Sud-Est tout en ménageant son budget. Partir à l'aventure à travers le monde pendant plusieurs mois est une expérience qui séduit de plus en plus de jeunes voyageurs. L'Asie du Sud-Est est souvent une destination privilégiée en raison de sa culture intrigante, de l'hospitalité de ses habitants, de sa cuisine riche en saveurs et de la beauté de ses paysages exotiques. Mais c'est aussi une zone tropicale, où la chaleur, l'humidité ambiante et les conditions d'hygiène parfois précaires favorisent l'installation endémique et épidémique de certaines maladies parasitaires, bactériennes et virales dont l'un des symptômes principaux est la fièvre. Celle-ci peut apparaître pendant le voyage et jusqu'à plusieurs semaines après le retour de voyage. Parmi les différentes pathologies contractées en milieu tropical pouvant être accompagnées de fièvre, on retrouve les maladies transmises par les moustiques, le Zika, le paludisme, la dengue, le chikungunya et l'encéphalite japonaise. Les maladies transmises par d'autres animaux comme la rage, transmise par les morsures de chiens ou de singes. Les maladies transmises par l'ingestion d'aliments et d'eau contaminée, la diarrhée du voyageur, l'hépatite A et E, la fièvre typhoïde, la douve du foie ou la leptospirose. Devant toute fièvre apparaissant dans les 3 mois chez un patient après avoir récemment voyagé dans un pays ou une zone à risque de paludisme, le personnel médical devrait toujours songer a priori à un paludisme jusqu'à preuve du contraire, même si le patient a pris correctement le traitement antipaludéen prescrit. Il faut interpréter ce symptôme comme une urgence médicale potentielle qui justifie une évaluation immédiate et exhaustive pour exclure ou confirmer le diagnostic du paludisme. Un retard de diagnostic peut entraîner de graves complications. Le paludisme est une maladie infectieuse causée par un parasite appartenant au genre Plasmodium. Il existe différents types de parasites Plasmodium, mais seuls 5 types provoquent le paludisme chez l'homme. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium knowlesi, Plasmodium malariae. Le Plasmodium falciparum est l'espèce la plus fréquente, la plus pathogène, qui développe des résistances aux antipaludiques et qui est responsable des formes cliniques potentiellement mortelles. Elle est présente dans les zones tropicales d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie.
Elle est dominante en Afrique subsaharienne, où elle cause le taux le plus élevé de mortalité. C'est l'espèce la plus fréquemment observée en France, responsable de plus de 80% des paludismes dits d'importation. On n'observe pas de rechute tardive, comme avec les autres espèces. Le Plasmodium knowlesi sévit en zone forestière d'Asie du Sud-Est, particulièrement en Malaisie, à Bornéo. C'est un parasite habituel des singes, macaques. Ce protozoaire vient tout récemment de passer chez l'homme. Il est transmis par un anophèle de forêt, Anopheles leucospirus. Ce vecteur pique surtout le singe, mais peut aussi piquer l'homme. Plasmodium knowlesi est morphologiquement proche de Plasmodium malariae. Il peut également engendrer des formes graves, voire le décès. Les parasites Plasmodium vivax, Plasmodium ovale et Plasmodium malariae, quant à eux, provoquent des accès palustres généralement bénins dont l'évolution est favorable. Cependant, le Plasmodium vivax et le Plasmodium ovale peuvent rester dormants dans le foie et se réactiver des mois ou des années après la primo-infection, causant une nouvelle fois des symptômes. Le paludisme est transmis d'un homme à l'autre par la piqûre d'un moustique femelle du genre Anophèle, lui-même infecté après avoir piqué un homme porteur. La piqûre est indolore et exclusivement nocturne. En effet, les anophèles ne piquent qu'à partir du coucher du soleil, avec un maximum d'activité entre 23 h et 6 h. Une seule piqûre suffit pour contracter le paludisme. La période d'incubation, c'est-à-dire la durée entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes, est de 7 à 20 jours en fonction de l'espèce en cause. Toutefois, les symptômes peuvent parfois apparaître après des semaines, voire des mois. Les premiers symptômes du paludisme observés chez un sujet non immunisé comme les voyageurs, fièvre, frissons, sueur, maux de tête, douleurs musculaires, asthénie, troubles digestifs, sont souvent non spécifiques. Comme les symptômes sont quasi similaires à ceux de la grippe, le personnel médical peut passer à côté du diagnostic du paludisme s'il ne pense pas au voyage en zone d'endémie. Or, le malade peut à tout moment et en quelques heures développer une forme grave de paludisme appelée neuropaludisme. Il s'agit d'un syndrome de défaillance multiviscérale, défaillance rénale, respiratoire, cardiovasculaire, neurologique, menant à de la confusion, de la somnolence ou un coma calme et hypotonique. Si le neuropaludisme n'est pas traité à temps, c'est-à-dire dans les 24 heures après les premiers symptômes, il évolue très rapidement vers la mort du patient en 2 ou 3 jours. Avec une prise en charge adaptée, la mortalité reste lourde, de 10 à 30%. Lorsqu'elle est obtenue, la guérison se fait généralement sans séquelles, sauf chez l'enfant, dont 5 à 10% gardent des séquelles définitives. Le pronostic global repose essentiellement sur la rapidité du diagnostic. Les personnes les plus touchées par les formes graves sont les enfants en bas âge, les personnes peu ou pas immunes, l'immunité se développe après un contact avec le parasite, et les femmes enceintes. Toute l'Asie du Sud-Est, Birmanie, Chine du Sud, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos, Malaisie, Indonésie et Philippines est touchée par une transmission due à Plasmodium falciparum, avec présence dans certaines régions de souches multirésistantes, à Plasmodium vivax et à Plasmodium knowlesi. En Thaïlande, le paludisme n'est présent que dans des zones très limitées. Les régions à risque sont les zones rurales montagneuses et forestières à proximité des frontières de la Birmanie, du Cambodge et du Laos. Il n'y a pas de risque de paludisme dans les grandes villes telles que Bangkok, Chiang Mai et Pattaya. Il en est de même pour l'île de Samui et les principales stations touristiques de l'île de Phuket. Dans tout le reste du pays, la transmission est sporadique, c'est-à-dire qu'elle est faible et limitée à des zones circonscrites. Au Vietnam, le paludisme se transmet toute l'année au niveau des hauts plateaux d'altitude supérieure à 1500 mètres, au niveau des provinces de Dak Lak, Dak Nong, Yalai et Kon Tom. Le risque de transmission persiste également dans la province de Ben Phu et dans les parties occidentales des provinces côtières de Nha Hoa, Ninh Thuận, Guan Nam et Guan Chi. Revenons au cas de Lucie.
notre patiente fébrile qui a voyagé récemment dans les pays cités précédemment. Suite à nos explications, M. Dumont décide d'emmener sa fille aux urgences le soir même. Pour aider le médecin à poser un diagnostic précis, Lucie devra l'informer sur les signes cliniques qui accompagnent cette fièvre. Ce tableau regroupe les principaux signes cliniques associés à une fièvre au retour d'une zone d'endémie, les données relatives au voyage, durée du voyage, date d'arrivée et de départ, date d'apparition des symptômes, zone visitée. Il est important pour le médecin de connaître les dates d'arrivée et de retour et la date d'apparition des symptômes par rapport au retour de la zone d'endémie. Ceci permettra de calculer le temps d'incubation afin de faire un premier tri sur les différentes pathologies tropicales pouvant être accompagnées d'une fièvre. En effet, les temps d'incubation sont des informations capitales pour le diagnostic. Par exemple, un retour de voyage de 4 jours en Afrique subsaharienne n'implique pas que l'étiologie principale soit le paludisme, dont le temps d'incubation minimal est de 7 jours. Aussi, la dengue, ayant une période d'incubation courte, ne peut pas être responsable d'une fièvre qui commence 1 mois après un retour de zone tropicale. La période d'incubation peut permettre de classer les différentes fièvres. Le tableau suivant classe les principales fièvres au retour de voyage en fonction du temps d'incubation. Le médecin peut également être aiguillé sur la pathologie selon la zone tropicale visitée. Ce tableau regroupe les maladies tropicales responsables de la fièvre chez le voyageur selon les zones endémiques visitées. Il permet une indication selon les pays visités, mais cela n'empêche pas la transmission d'une maladie tropicale qui ne serait pas endémique habituellement dans cette région. Selon la période d'incubation, les symptômes, les signes d'accompagnement et le lieu du voyage, il est déjà possible, préalablement au diagnostic biologique, d'orienter l'étiologie de la fièvre. Nous apprenons 2 jours plus tard, grâce à M. Dumont, que Lucie a été admise au service de gastro-entérologie. Le diagnostic est une fièvre typhoïde, une maladie tropicale potentiellement mortelle due à la bactérie Salmonella typhi. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de cet épisode. À très bientôt.